Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin avec une nouvelle vidéo. J'ai été absente un long moment, mais je suis enfin de retour. Je tiens d'ailleurs à tous vous remercier pour vos nombreux messages de soutien, ça m'a fait très plaisir. Je vais mieux, même si je vais pas mentir, je me suis pas beaucoup reposée parce que je vous ai préparé plein de surprises, à commencer par les sous-titres anglais qui sont désormais disponibles sur mes vidéos. J'ai également fait un nouvel avatar de moi-même. Oui, enfin depuis le temps qu'on me le demande, c'est désormais chose faite et j'espère sincèrement que vous allez m'inonder de commentaires pour me dire qu'il est réussi. Il y a également plein de nouveautés sur le Discord, des lives hebdomadaires pour débrief des chapitres et épisodes, des sondages et surtout des jeux super fun qu'on a créés de A à Z. D'ailleurs ce soir se tiendra la soirée Peace and Love centrée sur vos personnages préférés, un jeu spécialement créé pour célébrer la fête des amoureux au Japon. Donc j'espère vous y voir nombreux et pour rejoindre le Discord, le lien est en barre d'infos. Passez tous blabla, on va enfin pouvoir débuter ce chapitre de malade avec un cliff de fin plus qu'énorme et dont j'ai hâte de voir vos réactions. Donc comme toujours, pensez à vous abonner, activer la cloche, partager à fond cette vidéo et exploser le compteur de likes pour fêter comme il se doit mon retour et c'est parti. Ce chapitre 1007 s'intitule Tanuki-san en référence au surnom donné à Chopper. Une nouvelle fois Oda associe son titre à un Mugiwara. Le chapitre 1000 était Luffy au chapeau de paille, le 1005 l'enfant démoniaque pour Nico Robin. Il serait donc pas étonnant que les prochains soient à leur tour liés à l'équipage restant. Franky le cyborg, Jinbei avec le paladin des mers, Nami la sorcière, etc. Et ainsi découvrir leur véritable place dans cette guerre. Du côté de l'illustration, on retrouve César Clown accompagné de Manchot. Une cover intéressante puisqu'il s'agit des mêmes manchots aperçus au chapitre 835. La différence est qu'ici Oda y ajoute des chiffres et des lettres sur leur couvre-chef. Alors je sais pas vraiment ce que ça signifie, mais je trouvais intéressant de vous noter ce détail. Passé cette introduction, on entre au cœur de ce chapitre. Malgré l'infection, Hyogoro est parvenu à vaincre tous ses ennemis et à résister au Koro Ryoni tout en le tournant à son avantage. Comme le dit X-Drake, ça explique désormais pourquoi les hommes de ce pays sont si craints, ils ont une volonté sans faille. Malgré cela, la transformation d'Hyogoro en Oni est proche. Et c'est dans cette ambiance morose que les subalternes d'Hyogoro vont devoir mettre un terme à ce calvaire et le seppuku. Des cris de douleur et des larmes de tristesse résonnent à travers toute la pièce. Chacun prie pour qu'un miracle se produise et même les alliés de Kaido implorent Queen de stopper cette folie. Mais en vain, la dame est déterminée à poursuivre cette opération. Les Pleasure et autres ne sont que des prototypes ratés et seul le Korioni est en mesure d'exploiter à pleine puissance leur valeur. Des soldats à même de devenir de véritables bêtes, voilà ce qu'il nomme son chef-d'œuvre. Il conclut qu'il est inutile d'implorer l'aide de Chopper, lui qui n'est qu'un simple pirate, et les pirates, ça trahit. Une phrase des plus marquantes puisque c'est précisément les idéaux des Rocks, là où la loi du talion régnait et où les trahisons étaient monnaie courante. Et c'est sur ces mots que Nodo Yakuza s'apprête à trancher leur maître et le libérer ainsi de ses chaînes. Mais coup de théâtre, Chopper bondit pour stopper la lame et révèle que l'antidote est prêt. Les Minx médecins projettent à l'aide d'un canon un nuage de fumée à la forme du visage de Chopper et on comprend alors qu'il s'agit de l'antidote. Une scène qui n'est pas sans rappeler celle de Drum lorsque Korea utilise des canons pour faire fleurir les montagnes enneigées de l'île et qui se reproduit aujourd'hui au pays même des fleurs de cerisier. Chopper explique à Queen qu'il ne serait pas parvenu à le distribuer à temps s'il avait dû l'injecter un à un. Il a donc créé son propre virus sous forme gazeuse. Ainsi, quiconque respire cette brume est guéri. Cette idée ingénieuse est un véritable clin d'œil à la cover de ce chapitre avec César Clown, utilisateur du fruit du démon, et dont Chopper a probablement dû s'inspirer durant son aventure sur Punk Hazard. Ces révélations vont alors mettre Queen dans une rage folle. Comment un simple médecin a-t-il réussi à créer une technique aussi prodigieuse? Là est toute la force des Mugiwara, et comme le dit Chopper, ils ont voyagé aux quatre coins du monde pour acquérir ces connaissances. Et pour lui, les virus ne doivent pas être utilisés au combat. Un jour, Queen pourrait en perdre le contrôle. Ces paroles énervent d'autant plus Queen qu'il insulte Tanuki et lui tire dessus. Les Pleasure vont alors intervenir et se jeter devant Chopper pour le protéger. Ils ont fait le choix du cœur et veulent désormais quitter l'équipage aux 100 bêtes pour rejoindre celui qui les a sauvés de cette mort certaine. Chopper est donc parvenu à rallier ses ennemis à sa cause, à l'image de son capitaine Luffy. C'est alors qu'entre en scène Marco qui félicite notre médecin et plonge vers Queen pour lui saisir le cou. Chopper enchaîne immédiatement
avec sa transformation et envoie une monster pépite dans la tête de Queen qui se met à cracher du sang. Et cette partie se conclut avec les mots de Chopper « Je suis pas un tanuki », offrant une scène finale typique du kabuki avec un Marco, Drake et les autres stupéfaits faisant mine de s'excuser pour Queen. Alors, que dire de ces pages? Malgré le grand intérêt que pouvait avoir ce virus et le rôle de Chopper, eh bien, rien n'a été surprenant et je suis sincèrement soulagée que cette partie se conclue enfin après tant de chapitres. D'autant plus si c'est pour la conclure de cette manière. Pour moi, Oda a beaucoup trop joué la carte de la prudence, de la simplicité et surtout du cliché shonen. Comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, il était évident que Chopper parviendrait à recréer l'antidote, tout comme il était évident qu'Hyogoro n'allait pas mourir et que les ennemis se rallieraient au Mugiwara. Et c'est là toute la perte scénaristique autour de cette pandémie. C'était tout de même le chef-d'œuvre de Queen et finalement ça n'a servi qu'à rallier les ennemis au Mugiwara, ce qui fait redondant à Impel Down et les prisonniers, tout comme à la prison d'Udon. Il n'y a donc aucune perte réelle, tout le monde est soigné, la fausse mort d'Hyogoro a été bouclée en 2 cases sur une même page, alors qu'on se trouve pourtant dans une guerre face à la calamité d'un empereur. Mais ceci n'est que mon avis, certains ont peut-être dû l'apprécier, et c'est tant mieux parce que malgré tout, même si je suis pas fan, il y a tout de même de nombreux côtés positifs à cette épidémie et c'est ce qu'on va voir dès à présent. Le premier est les mots que Chopper dit à Queen au sujet de l'utilisation d'un virus en combat qui lui ferait perdre le contrôle. Alors ici on peut imaginer qu'il s'agissait d'un foreshadowing pour la fin de notre calamité et plusieurs scénarios sont envisageables selon moi. Queen s'injecte lui-même son virus et deviendra incontrôlable, ce qui pourrait le mener à sa perte. Il peut injecter également ce virus sur un allié tel que Kaido ou King et finalement ça se retourne contre lui et ils le tueront. Enfin, il pourrait nous faire une Resident Evil et contaminer toute la capitale qui se retournerait contre lui. Dans tous les cas, j'imagine parfaitement Queen démunie face à ses chefs-d'œuvre et que les mots de Chopper résonneront dans l'esprit de Queen à ce moment précis. La deuxième chose qui peut qualifier cette épidémie de bénéfique, Chopper pourrait développer le Korioni grâce à une nouvelle Rumble Ball. Un pouvoir qui exploitera toute la puissance latente de Chopper jusqu'à sa limite, mais sans mourir, et qui transformerait notre reine en une sorte de Wendigo beaucoup plus forte que ses évolutions actuelles. Sachant qu'on a eu un petit aperçu de Chopper avec ce design, il serait juste ouf de l'imaginer à sa pleine puissance, le rendant d'autant plus badass. Le troisième vient confirmer une de mes hypothèses où j'imaginais un combat entre Queen et Chopper accompagné d'un autre personnage comme un fourreau ou encore Marco. Et là, je me suis dit, j'aimerais vraiment, mais alors vraiment que Chopper dégomme Queen. Alors je sais que pour certains, ils vont trouver ça impossible et débile, je l'entends bien, mais le fait que Chopper soit médecin et que Queen soit en mesure de créer des virus me fait dire qu'un combat entre eux, accompagné par exemple d'un fourreau rouge ou même un Marco, ça deviendrait vraiment intéressant et pour une fois, ça donnerait aussi l'occasion à ce que ce soit pas toujours les mêmes chez les Mugi qui combattent les plus puissants. À l'époque, j'avais reçu de nombreuses insultes, et c'est le cas de le dire, et pourtant, aujourd'hui, c'est bien Chopper qui met une tannée à Queen grâce à l'aide de Marco. Finalement, Oda n'a pas été contre cette idée, rien n'indique pour autant que Queen soit son adversaire définitif, cependant, cette scène était d'autant plus appréciable de voir que Chopper n'est pas seulement relié au second plan en affrontant des personnages tertiaires. Enfin, le quatrième et dernier point vient renverser le jeu du CP0. Souvenez-vous, l'avantage du nombre était réservé à l'équipage de Kaido, mais désormais, les pions sont redistribués. Chopper a rassemblé les Pleasure et les Waiters, quand Otama, elle, rallie actuellement les Gifters et Haute Headliners grâce à ses Kibidango. Sans compter le ralliement d'un des Tobiropo Drake grâce à l'aide de Luffy, et enfin Yamato, le propre fils de Kaido. La partie devient donc plus équilibrée et les Mugiwara pourraient alors prendre l'avantage. Mais attention, dans cette équation, il ne faut pas oublier la Big Mom Family qui ne s'est toujours pas dévoilée et qui risque prochainement de faire sa grande apparition durant cette guerre. Le jeu risque à nouveau d'être renversé et la partie est loin d'être gagnée. La deuxième partie de ce chapitre nous mène du côté de Yamato et Momonosuke qui se dirigent vers l'hémisphère droit du château. Mais Momonosuke fait une crise existentielle et déclare qu'il est surestimé de tous. Shinobu va alors tenter de le rassurer, mais Momonosuke va hurler qu'il est inutile, ce qui va accidentellement lui faire prendre sa forme dragon à la surprise de Yamato et Shinobu et qui pourrait grandement alerter les ennemis de leur localisation. Et c'est justement vers des ennemis très intéressés par la forme dragon de Momonosuke
qu'on va se diriger avec le CP0, qui nous fait de grandes révélations au sujet de Vegapunk. En effet, on découvre que le fruit artificiel de Momonosuke a été créé à partir du concept de facteur de lignage. L'extrait de cet échantillon résulte de nul autre que Kaido et fut prélevé par Vegapunk durant sa capture par la marine. C'est ainsi que ce scientifique de génie a créé ce premier fruit artificiel qu'il considérait comme un échec et l'a gardé sur Punk Hazard. Comme l'indique le chef du CP0, ce fruit a été détruit durant l'explosion de l'île, malgré que le rapport du G5 indiquait qu'une des installations pourrait toujours fonctionner après l'explosion. Ce qui laisserait alors une chance à ce fruit artificiel de survivre, mais fort heureusement, il s'agissait d'une expérience ratée. Et c'est sur ces mots que se conclut cette partie. La révélation sur la création du fruit de Momo nous est enfin dévoilée. Oda insiste sur un fait bien précis, il s'agit d'un échec, ce qui signifie que lorsque le CP0 va tomber sur Momo, il risque de très vite comprendre et vouloir le capturer. De l'autre, est-ce que ce fruit est véritablement un échec et ne serait pas justement l'inverse? Rendez-vous compte, cette phrase est dévoilée pile après que Momonosuke déclare qu'il est trop faible. Et pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il s'agit d'un foreshadow pour démontrer que Momonosuke va évoluer et démontrer un pouvoir identique, voire peut-être même plus grand que celui de Kaido. Je vous rappelle que notre homme au sang bête possède le fruit non pas du dragon, mais bien de la carpe. La légende veut que pour parvenir à cette créature mythique, il faut que la carpe soit persévérante. Et c'est en grimpant la cascade qu'elle devient un dragon fort et puissant. Et là est tout le secret de ce fruit. Vegapunk ignorait peut-être que celui de Kaido était la carpe koi et non celui du dragon lui-même. Ainsi, quand ce fruit est apparu, il l'a considéré comme un échec. On le voit d'ailleurs avec Momonosuke qui doute lui-même de son pouvoir. Il est donc probablement au stade de carpe, ce qui explique la réflexion de Yamato à le désigner comme une anguille, soit un poisson. Mais si la légende de la koi prend vie, Momonosuke deviendrait alors un dragon aussi puissant que Kaido, puisqu'il en détient l'ADN. En affrontant ses peurs et en ayant la volonté de persévérer, il brisera cette image qu'il a de lui et se regardera avec un œil nouveau, tel que le peuple de Wano le voit. On en revient alors à ma théorie sur Uranus, où je vous disais que l'animal royal aux côtés de cette arme antique, à l'image de Poséidon et ses rois des mers, serait Momonosuke et qu'il dévoilerait sa véritable forme à la toute fin de la guerre, celle du roi dragon. J'ai d'ailleurs un scénario parfait qui pourrait expliquer de quelle manière Momo pourrait se transformer, mais je préfère vous en parler dans une autre vidéo où j'aurai tout loisir d'approfondir mon idée. Dans tous les cas, cette révélation prouve à nouveau à quel point Vegapunk n'a pas volé son surnom de scientifique, ayant 500 ans d'avance sur le monde. Ce qu'il a réalisé comme prouesse est tout simplement du génie et nous ramène au fameux projet SSG. Si Vegapunk est en mesure de créer des fruits du démon artificiels à partir du corps de Kaido, alors allez savoir si ce projet fou du gouvernement n'est pas justement une armée créée à partir de l'ADN de notre empereur. Goji avait d'ailleurs émis cette hypothèse il y a quelques années et que je vous conseille vivement d'aller voir. Si cette théorie venait à se concrétiser, alors en effet, il n'y aurait plus aucune chance pour les pirates de s'en sortir. Luffy lutte aux côtés des supernovas pour ne serait-ce blesser qu'un seul Kaido. Alors imaginez des milliers de Kaido recréables à l'infini. Ce ne serait donc pas une blague de l'appeler l'homme au sang bête. Le gouvernement détient tout simplement une arme apocalyptique capable de rivaliser avec des armes antiques. Cette révélation m'a donc mise des frissons et je pense sincèrement que personne n'est prêt pour ce grand jour où cette armée nous sera dévoilée. Nous atteignons les derniers remparts de ce chapitre, avec la plus épique, démentielle et cataclysmique révélation que nous ayons vue jusqu'à présent. Nous retrouvons les fourreaux rouges qui se réveillent enfin et qui réalisent que leurs blessures ont été soignées. Le mystérieux personnage apparu au chapitre 1004 a disparu sans qu'on ne sache qui il était, ni où il se trouve désormais. Kawamatsu aurait aperçu quelqu'un et semble choqué. Il ne peut pas croire que c'est cette personne et pense simplement qu'il s'agit d'un rêve. Une référence qui n'est pas sans rappeler la scène des 5 fourreaux rouges envoyés dans le futur par Toki. Kinemon motive les troupes et leur annonce que le combat n'est pas fini, ils n'ont pas encore utilisé toute leur vie. C'est alors que la page qui a dû faire hurler et secouer le monde de One Piece arrive. Une ombre s'approche et déclare: vous vous êtes pris une belle raclée. La silhouette se dévoile et ce n'est autre qu'Oden Kozuki, leur défunt maître. Il conclut alors sur ces mots: ça me fait plaisir de vous revoir, vous aviez bien vieilli. Les fourreaux sont sous le choc
Cap de fin, rendez-vous dans 2 semaines pour la grande révélation. Et oui, Oden est de retour. Oh my god, tout le monde a dû hurler comme jamais. Un cliff de fin incroyable qui met des frissons de malade et une grande peur pour les prochains chapitres. C'est juste un truc de fou. Oda est un tortionnaire de nous laisser avec un truc comme ça. J'ai eu la chair de poule, la boule au ventre en voyant cette scène. J'y croyais pas mes yeux et pour être honnête et totalement transparente avec vous, j'ai bugué plus d'1 heure devant cette image pour comprendre que plusieurs choses pouvaient expliquer ça. Donc on reprend nos esprits et on fait fonctionner notre cerveau pour décrypter cette scène de malade mental. Ok, alors on remarque déjà une chose plus qu'évidente, non. Il ne peut pas s'agir du mystérieux personnage vu au chapitre 1004 puisqu'Oden entre par la porte. Il doit probablement se cacher quelque part et Oda garde donc toute la surprise pour ce grand moment. Pour preuve, les blessures des fourreaux ont été soignées, ce qui nous amène à confirmer davantage l'hypothèse de 2 personnages, Iori et Toki. Concernant Iori, c'est le personnage qui a le plus de proximité avec Kawamatsu, et c'est également elle qui soigna Zoro après qu'il se soit évanoui à cause de son combat contre Killer et le moine. Concernant la phrase du rêve, Iori n'est pas censée se trouver à Onigashima, au vu qu'elle affirmait ne pas vouloir participer à cette guerre de peur de gêner. Avant que Kawamatsu et les autres partent au combat, elle a probablement dû être mise à l'abri, ce qui expliquerait alors pourquoi Kawamatsu serait surpris de la voir ici. Ce qui nous amène désormais à Toki Kozuki. De nouveau, Iori et sa mère se ressemblent énormément, ce qui pourrait expliquer que Kawamatsu ait confondu Iori avec Toki au vu qu'il était blessé et n'avait pas pleine conscience à cet instant présent. Mais il n'est pas impossible qu'il s'agisse tout bonnement de Toki, au vu qu'elle possède le pouvoir de se déplacer dans le futur et expliquerait davantage la référence au rêve et la présence d'Oden. Mais je vais être sincère avec vous, j'aime pas du tout cette idée. Pour moi, ces personnages se doivent de rester morts, ils ont vécu leur vie et ont confié leur avenir à leur enfant. Il y aurait donc beaucoup plus de sens à ce que ce soit Iori et non Toki. Malgré tout, j'étais obligée de la citer au vu qu'un personnage mort découvert dans un flashback peut tout à fait réapparaître dans One Piece comme on l'a vu avec Sabo. Dans les 2 cas, avec ces nouvelles cases, l'identité de ce mystérieux personnage se précise et me conforte malgré tout dans l'idée qu'il s'agisse bien d'Iori. Désormais, passons au second personnage mystère et qui n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit d'Oden Kozuki. Au niveau de son aspect général, il est vêtu de son kimono traditionnel aperçu à plusieurs reprises et qu'il portait le jour de sa mort. En termes de position, rien à dire, si ce n'est qu'elle rappelle la même que celle qu'il prend lorsqu'il sauve Toki des griffes de Kalmar. On remarque qu'il possède 2 sabres qui ne sont bien évidemment pas le Enma ni le Hamano Abakiri, puisque le Tsuba n'a pas cette forme de trèfle. On sait cependant qu'Oden possède 2 cicatrices, l'une au torse, l'autre à la jambe. Elles sont actuellement cachées par le kimono, il faudra donc être attentif à ces 2 détails. Passé ça, je n'ai rien noté d'autre de particulier. Alors la grande question est désormais, comment cet homme a-t-il pu revenir d'entre les morts? Je vais donc vous proposer toutes les hypothèses envisageables parce que oui, il est impossible d'assurer avec certitude une seule possibilité. Parce que Oda peut vraiment faire ce qu'il a envie au vu de la grandeur de son univers. La première à laquelle on a tous pensé en voyant cette scène, Oden est bel et bien en vie. Ce qui ferait ainsi écho à ses mots lors de son retour au pays quand il précise en quittant l'équipage de Roger qu'il ne mourrait pas et attendrait l'arrivée de Joy Boy. Voilà, je l'ai dit, maintenant passons à la suite parce que je veux pas du tout y croire. La seconde hypothèse, Oden apparaît grâce à un fruit du démon. Alors les fruits du démon c'est fantastique mais c'est bien tout le problème de One Piece, puisqu'ils ont des capacités innombrables dont celle de recréer ou prendre l'apparence d'une personne morte ou vivante. Donc ouvrons la chasse à ces fruits du plagiat. On débute par celui qui a fait d'Orochi un shogun, le Mane Mane no Mi. Son actuel possesseur est Mr. Two et anciennement la sorcière Kurozumi. Il serait donc intéressant de voir apparaître de nouveau ce fruit à Wano. Cependant, Bon Clay n'a aucune raison d'être ici et encore moins de faire ce genre de choses au fourreau et ne semble d'ailleurs même pas avoir un lien avec Oden. À l'exception si ce dernier est mort, ce qui est totalement impossible puisqu'il est actuellement retenu à Impel Down, il n'a aucune raison de se trouver ici. Cependant avec cette hypothèse, ça m'a donné l'occasion de me demander si ce fruit a la capacité de conserver les visages que les précédents utilisateurs ont touchés. Ce qui serait alors assez fou parce que ça offrirait à Bon Clay la capacité d'utiliser le visage de Shiki pris par la sorcière. Dans tous les cas, pour moi, Bentham est à exclure ici. Ce qui nous conduit au second fruit, le Hinu Hinu no Mi,
modèle Kyuubi de Katarina Devon. Comme on l'a vu sur l'île de la Ruche, elle est parvenue à prendre l'apparence d'Absalom. On ne sait pas cependant si son fruit a besoin de toucher une personne, comme le fait Mr. Two, ou s'il suffit simplement de regarder une image pour voler son identité. Sachant qu'il s'agit d'un fruit du démon mythique, qui se distingue donc d'un paramécia, il serait intéressant qu'il possède une faculté plus puissante. Concernant son utilisation, on remarque qu'une fumée blanche émane de son corps au moment de reprendre sa forme originale. Et c'est justement cette particularité qu'on retrouve au pied d'Oden quand il apparaît. Autre point intéressant, ce fruit symbolise le renard à 9 queues, soit l'animal totem du Festival du Feu, fête marquant le raid d'Onigashima. Katarina est également surnommée la chasseresse de Nouvelle Lune, venant à nouveau se lier à la perfection Awano et sa symbolique autour de cet astre. On apprend par ailleurs qu'elle chasse généralement les femmes, ce qui appuierait d'autant plus l'idée que le mystérieux personnage venu aider les fourreaux rouges soit Iori. Kozuki étant, je le rappelle, la traduction de Clair de Lune, et du côté de sa mère, Toki Amatsuki, est la Lune Céleste. Enfin, voir débarquer à Onigashima l'équipage de Barbe Noire serait tout bonnement énormissime, puisque cela réunirait 3 empereurs et pourrait conclure ce 3e acte. Sans compter que si Moria s'est rallié à eux, il trouverait facilement le chemin de Wano, au vu que notre ex-Shichibukai est venu dans ce pays il y a des années. Cependant, même si j'adore l'idée, je vois pourtant aucune raison qui la pousserait à être introduite face aux fourreaux rouges. Pour moi, si Barbe Noire devait venir à Onigashima, ce serait uniquement à la toute fin de la guerre et ramasser les miettes comme il l'a toujours fait. Donc je dois dire que les arguments pour que ce soit elle tiennent très bien, mais de l'autre, je trouve que ça ferait beaucoup d'ennemis à gérer et je pense que le prochain personnage que je vais proposer se prête davantage à la situation. Kanjuro Kurozumi. Certains vont me dire, mais il est mort. Et moi je vous répondrai, il n'avait aucune raison de mourir comme ça. Si on prend un peu de recul, on peut voir que Zoro et Killer sont parvenus à survivre à l'attaque Indra de Big Mom sans la moindre séquelle. Tout comme les fourreaux qui sont toujours en vie après avoir combattu un Kaido. Je vois pas pourquoi ici Kanjuro serait mort d'une simple blessure infligée par Kiku. Ce gars détient tout de même le fruit de la peinture et au théâtre c'est justement cet artifice qu'on utilise pour simuler du sang. Donc il est tout à fait possible que Kanjuro ait utilisé ce subterfuge. Ce qui va nous ramener alors à 2 hypothèses que j'ai évoquées il y a de ça 1 an. La première, celle sur le fait que Kanjuro puisse prendre l'apparence d'un personnage important dans le futur. Car il peut tout simplement brain complètement cette guerre. C'était déjà difficile de comprendre le jeu du qui est avec le double et parfois triple identité de chacun, mais si désormais Kanjuro est en mesure de dessiner n'importe quel personnage et lui donner vie, alors n'importe qui pourrait réapparaître. Aujourd'hui, Oden est réapparu et il n'est donc pas impossible qu'il s'agisse d'une peinture de Kanjuro, car qui de mieux que son ancien vassal pour l'imiter à la perfection. D'autant que cette idée, je l'ai émise lors de la review du chapitre 974, là où Kanjuro révélait au grand jour sa véritable nature, soit 1 an tout pile aujourd'hui avec ce chapitre. Concernant mon autre théorie, je vous expliquais que si Kanjuro venait à prendre l'apparence d'un autre, un détail pourrait nous aider à le distinguer, son fameux pansement. Mais l'indice principal de cette scène se trouve dans la main de Kanjuro. Aujourd'hui, ce minuscule détail pourrait devenir un véritable atout pour la partie adverse, leur permettant de différencier les clones du véritable Kanjuro. De ce fait, si Oden est une esquisse de Kanjuro, alors la seule façon de le vérifier sera de regarder attentivement sa main droite. Pas seulement pour nous lecteurs, mais aussi pour les fourreaux, puisque Kanjuro a longuement discuté à ce sujet quand il se moquait ouvertement de Momonosuke et de la blessure qu'il lui avait infligée. Finalement, ce petit prince qui se considère si inutile à la bataille s'avérera être précieux et déterminant pour les fourreaux qui distingueront ainsi le piège de Kanjuro. Mais pour le moment, il nous faudra être patient au vu qu'Oden a les mains cachées. Dans tous les cas, le personnage de Kanjuro est pour moi celui qui semble le plus simple et le plus logique pour expliquer l'apparition d'Oden. Et peut-être, sait-on jamais, il sera capable de jouer son dernier rôle, celui qui se repentit de ses fautes et meurt dignement en samouraï comme le suggérait Orochi lorsqu'il le rencontra. Tu vivras comme un Kozuki et tu mourras comme un Kozuki. C'est le grand rôle qui t'a été attribué dans cette saga.
Enfin, on va conclure avec le tout dernier personnage envisageable, l'utilisateur du papier avec l'œil dessus. Bon, désolé, ça fait pas badass dit comme ça, mais franchement, ça fait 15 minutes que j'essaye de trouver une phrase correcte, mais il n'y a rien qui passe. Donc bref, l'œil qu'on voit aux côtés de Baho Wong et autres chats. Pour le moment, on ignore toutes leurs capacités, à l'exception qu'ils permettent de communiquer entre ses porteurs. Et c'est de cette manière que Baho a pu retrouver l'emplacement des fourreaux et déterminer avec exactitude le nombre de personnes présentes dans la pièce. Il serait donc pas impossible que son véritable pouvoir en cache un autre, celui de l'illusion, soit la capacité conférée par le troisième œil dans la mythologie. Ce qui expliquerait alors pourquoi Kawamatsu fait mention d'un rêve et comment Oden a pu réapparaître si rapidement aux côtés des fourreaux rouges. Malgré tout, je pense pas qu'Oda ait opté pour cette idée. En plus de faire un remake à la Naruto, je pense surtout que ce serait beaucoup trop compliqué pour l'intrigue. Donc, de tous les personnages que j'ai évoqués, Kanjuro semble pour moi être le personnage idéal pour être à l'origine de cette apparition d'Oden. Même si je dois tout de suite admettre que les arguments sur Katarina Devon se tiennent à merveille. Dans tous les cas, qui que ça peut être, l'apparition d'Oden m'aura mis des frissons de malade, tout comme les révélations sur Vegapunk. Les choses s'intensifient et ce chapitre donne le sentiment que tout commence à peine. Et j'ai sincèrement hâte de découvrir tout ça dans le prochain chapitre. Malheureusement, il faudra encore être patient puisqu'il y a une pause et on devra attendre ce chapitre dans 2 semaines. Donc de notre côté, on se donne rendez-vous dans la semaine à venir pour une théorie. J'espère en tout cas que cette review vous aura plu et faites-moi savoir en commentaire si pour vous, Oden est toujours en vie ou s'il s'agit d'un utilisateur du fruit du démon. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre Discord pour discuter et partager des moments sur One Piece. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end ou une bonne semaine et prenez bien soin de vous.